Hop là, c'est parti. Ok, donc je vais vous présenter aujourd'hui deux choses. Un moustachu et des gaufres. Donc la première chose, ça va être Yeoman, c'est un générateur de projet, donc, dont le logo est un moustachu. Et puis des gaufres, c'est Waffle, et c'est un outil de gestion de projet qui est un petit peu alternatif à Trello, mais qui a l'avantage d'être lié aux issues GitHub. Donc je vais essayer de rendre le truc cohérent. Et donc je vais commencer par le générateur, puisque ça va être le contexte dans lequel on va utiliser cet outil de gestion de projet. Donc quel est le contexte? C'est celui d'un nouveau projet, et celui du premier sprint, où on a tendance à perdre beaucoup de temps. Le client il a envie de voir des fonctionnalités, on perd du temps à mettre en place un projet. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On a une équipe technique qui a envie de mettre en place des outils stylés, dont le client n'a rien à faire. Elle ne veut pas se faire défoncer en dojo le lundi. Et, j'aime bien la bière. Ça, c'est l'équipe dev. On a le Scrum Master qui surveille si tu essayes d'embarquer des tickets non fonctionnels dans ton sprint. Il n'aime pas quand tu dis juste ou normalement, et puis il insiste toujours pour qu'on rajoute des trucs dans le tableau. Enfin, c'est relou, donc on va essayer d'éviter ça. Et on a le PO qui ne veut pas attendre une semaine pour avoir un Hello World sur le serveur de validation, et il en a absolument rien à carrer de savoir si ça se passe bien sur Travis, etc. Donc on a cette problématique-là. Et qu'est-ce qui se passe dans un projet dans la pratique? Donc on a plusieurs types de projets. On a le projet bordélique où au début on fait tout à la main, on se connecte sur le serveur, on installe tout ce qu'il faut, on ne fait pas de tests, on ne fait pas d'intégration continue. Et effectivement au début ça va vite, et il y a un moment au bout d'un certain nombre de sprints où il y a des régressions qui commencent à apparaître. On a les tâches, là j'ai représenté la complexité au fil du temps, on a les tâches qui deviennent de plus en plus complexes, à la fin on a la mise en prod et là c'est une horreur, et le suicide des développeurs à la fin. Ça c'est le projet bordélique. Ensuite on a le projet qui se passe un peu mieux, où on fait du provisioning au début, et puis on va embarquer des fonctionnalités au fil du temps, et on va en profiter pour mettre en place des trucs cool. Donc les tests, l'intégration continue, un déploiement, des tâches gulp, du déploiement continu, etc. Bon, la mise en prod, c'est toujours un problème, ça on ne peut pas y faire grand chose en général. Et donc là l'objectif en fait de Yeoman, le générateur de projet, ça va être en fait d'aplatir toute cette zone-là, c'est-à-dire qu'on va au départ déjà avoir une mise en place qui est moins complexe, parce que ça va nous générer tout un projet. Et ensuite, sur toutes ces petites mises en place de trucs cool, on va juste avoir de la customisation à faire, et donc ça va être moins long pour nous, parce que le gros du travail aura déjà été fait en fait à la génération du projet. Donc ça, c'est l'objectif de Yeoman. Après, est-ce que ça y répond bien? Ça va dépendre du générateur. Donc Yeoman, c'est un écosystème de générateurs de projets qui va nous proposer plein de choses, des configurations, des tâches, des gestionnaires de dépendances, et aussi des dépendances sur les projets qu'on va installer. Donc ça va être des générateurs de Angular, de Symfony, etc. On va trouver un énorme écosystème de générateurs. Et donc comment ça marche dans la pratique? On lance une commande npm install en global yo, parce que pour lancer un générateur, on doit utiliser la commande yo. On choisit le générateur sur ce site-là qui regroupe tous les générateurs triés par nombre de stars, etc. Donc on peut savoir lesquels sont pas mal. Et puis on se met dans un dossier vide, et puis on lance la commande générateur name, où name est le nom du générateur, ce qui permet d'installer le générateur, puis yo name va permettre de générer le projet. Donc on va faire une petite démo. Donc on va faire une démo en plus avec un générateur que j'ai commencé à mettre en place, qui en fait dont l'objectif est d'installer un projet Symfony avec le provisioning. Donc pour ceux qui étaient là à la présentation avec Simon et Maxime, c'était l'idée d'intégrer leur DevOps Bundle dans un projet Symfony pour qu'en une commande, en fait, on ait déjà le provisioning de près, etc. Et évidemment, l'objectif, c'est d'aller plus loin. Donc je l'ai appelé Generator Symfony with Benefits. Voilà. Et donc je vais le lancer, et j'espère que ça va marcher, parce que je devais tester hier soir, mais j'étais pas très frais. Alors, je sais pas si je peux mettre plus gros. Donc je me suis mis dans un dossier qui est vide, là, et je vais lancer Yo Symfony with Benefits. Et donc, en fait, Yeoman est très basé sur l'interaction avec l'utilisateur. Donc il va me poser un certain nombre de questions, et selon mes réponses, le projet va se configurer. Donc là, il me dit déjà qu'il va me vider le dossier, parce que Composer a besoin de ça. Donc je lui dis OK. Il a vu que j'étais dans un dossier test symph, donc il me propose un nom pour le projet. Il va le mettre un coup de slug. Il va me demander l'IP que je vais utiliser pour l'environnement de dev, pour la Vagrant. Donc je vais utiliser celle-là par exemple. L'URL auquel je vais avoir accès à la Vagrant. Tac. Là il va le rajouter à mon etc host
pour que j'y ai accès directement. Et là, ce qu'il va faire si j'ai Internet, c'est que normalement, il devrait commencer à générer le projet. J'espère que j'ai Internet. Est-ce que j'ai Internet? Est-ce que je peux sortir de ce moment? Tic tic. C'est possible ça. Ok, bah, il a fait plein de trucs en fait, donc j'avais le dos tourné. Donc voilà, il a généré donc... C'est magique. Je vais essayer de... Bon alors on regarde pendant que ça descend, voilà, donc il génère le projet Symfony en le clonant, le Symfony standard, la dernière version. Il va ensuite me mettre... Ça passe tout. Il va me mettre un bower et un package.json. Il va me rajouter le bundle de Simon, le Fansible DevOps Bundle, qui est de Simon et Maxime. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à générer le provisioning grâce au bundle, parce qu'en fait, j'ai injecté le module dans le app kernel de Symfony. Donc il va pouvoir générer le provisioning avec les infos que je lui avais données dans le générateur. Il va télécharger les rôles Ansible. Et puis là, ça va être un peu long, donc on va s'arrêter là sur la génération, mais je vais pouvoir vous montrer que le dossier est rempli. Mais là, il est en train de provisionner, et à la fin de ce provisioning, j'ai accès à l'URL test.symph.dev. J'ai déjà mon projet Symfony qui est prêt. S'il n'y a pas une erreur, ok, parce que j'avais déjà une VM avec ce nom-là. J'aurais dû vérifier ça. Mais en gros, on va voir la structure du projet. Atome. Voilà, donc là j'ai mon dossier test Symfony, on voit qu'il a vraiment la structure d'un projet Symfony. Le app kernel, on voit qu'effectivement il y a eu l'injection du bundle de Simon ici. Et j'ai aussi rajouté quelques petits trucs, donc il y a le package.json qui a été mis en place, il y a le vagrant file qui a été généré, on peut regarder la gueule qu'il a. On voit qu'effectivement il a le bon nom, il va avoir le bon chemin pour installer le projet, etc. Et on a tout le provisioning qui se situe dans le dossier DevOps avec les infos que j'ai données. Donc assez rapidement, quand même, j'ai un environnement de dev qui est prêt. Et par ailleurs, là, l'idée, ça peut être de rajouter aussi des environnements de validation, etc., pour que ça déploie automatiquement aussi sur un OpenStack. Ça peut être l'étape prochaine. Donc voilà à peu près comment ça marche. Et il y a énormément de générateurs. Ça, c'est bon, je l'ai commencé il y a peu de temps, donc il y a plein de features qu'il faut rajouter. Mais il y a plein de générateurs qu'on peut utiliser, donc c'est assez pratique pour gagner du temps. Donc, si ça ne répond pas à mes besoins, je peux faire pas mal de choses. Je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, customiser l'app que j'ai générée. Donc, elle a été générée de base, mais je vais changer des petits trucs pour répondre à mes besoins. C'est pas mal. Je peux contribuer aux générateurs, vu que les générateurs sont sur GitHub, ils sont publics si on les utilise. Donc, on peut évidemment proposer des modifications, proposer des choix supplémentaires, comme on l'a vu au début, pour répondre à mon besoin. Je peux faire mon propre générateur. Voilà. Et je peux trouver des photos un peu comme ça pour accompagner les slides, parce que le truc de stock footage, sympa. Voilà. Alors, donc, quand on crée son générateur, quelles sont les features de Yeoman? Donc, Yeoman propose un générateur de générateurs. Donc, je lance la commande YoGenerator et j'ai déjà un générateur de base, de prêt, que je peux customiser. C'est ce que j'ai utilisé. Et donc, un générateur, en fait, c'est une structure assez simple. Il étend un générateur de base, donc celui de Yeoman, mais ça peut très bien être un générateur existant sur lequel qu'on va étendre. Et en fait, le générateur va se décomposer en un certain nombre de tâches qui sont priorisées. Donc c'est une queue de tâches où on va voir qu'il y a en fait, là par exemple, j'ai une tâche dont le nom est Priority Name, parce que cette tâche-là va être effectuée selon une certaine priorité. À l'intérieur de ça, je peux mettre des méthodes qui vont se faire de façon en parallèle, en fait. Donc avec la même priorité, qui vont essayer de se faire en parallèle. Donc sur les priorités qui sont définies sur Yeoman, on a Initializing, qui correspond à l'initialisation du projet. Prompting, c'est la phase qu'on a vue tout à l'heure, où Yeoman pose des questions à l'utilisateur pour qu'il configure le projet. Configuring, il va utiliser ces infos pour configurer le projet. Dans Default, en fait, vont se retrouver toutes les tâches que nous, qui n'ont pas de priorité fixe, des noms qu'on va donner, elles vont se retrouver à cet endroit-là.
Ensuite, writing va être l'écriture du projet, et puis les conflits, c'est les conflits internes qu'il peut y avoir. Par exemple, si on écrit un fichier qui existait déjà, etc. Donc Yeoman essaie de les résoudre dans cette phase. Donc c'est utilisé en interne. Alors sur les interactions utilisateurs, en fait, ça se présente assez simplement avec Inquire.js. Donc je pose une question, là par exemple, c'est une question à choix multiple. Qui a volé les cerises d'Antoine? Donc je peux répondre le faux laveur de vitres, Benoît, Arsène Lupin ou la réponse D. Donc à la fin de la question est posée, je réponds et je peux récupérer cette info dans mon script et du coup je peux l'utiliser par la suite dans les autres tâches de priorité différentes. Juste vous dites, c'est dans quel fichier ça dans ton... En fait, de base, il y a un seul fichier. Je vais vous montrer la structure du projet après, mais en fait, on peut évidemment le rendre plus modulaire, mais de base, c'est un fichier qui s'exécute avec des tâches définies dans l'ordre. Et donc du coup, c'est vraiment un petit peu comme Gulp par rapport à Grunt, c'est pas de la config, c'est vraiment du code. Ils ont fait le choix de faire ça. Ce qui est discutable, moi j'aime bien, mais après... Et donc quand j'ai terminé une tâche, on voit qu'il y a quand même... Sur toutes les tâches, on a souvent un marqueur asynchrone, et quand j'ai terminé, j'appelle done, et comme ça passe à la tâche de priorité suivante. Je peux prendre ça en fait. L'installation de dépendance, on a un certain nombre de commandes qui sont définies. npm install, par exemple, si je veux rajouter Lodash à mon projet, là je le mets en environnement dev. Bower, pareil. Si j'ai pas une commande qui est définie de base, je peux aussi avoir la commande generic spawn commande. Donc là, je peux faire un composer install, ça n'existe pas de base, mais je peux le faire et ça peut être n'importe quelle commande de shell en fait. On peut avoir des copies de templates. Donc là, par exemple, j'ai un template de base avec un marqueur que je vais pouvoir injecter depuis mon générateur. Donc là, par exemple, le index.html, je vais l'injecter dans le projet Symfony en remplaçant bodypart par iButs. Et donc j'ai la capacité d'injecter en fait n'importe quoi dans les templates, ce qui fait que finalement c'est plus du simple copier-coller, c'est vraiment une génération propre au projet. On a d'autres fonctions de file system, on va avoir de l'abstract syntax tree. En fait l'idée c'est de récupérer des fichiers dans différents langages, ça peut être du JS, du PHP, etc. Je vais en faire un arbre, mon code, et ensuite je peux le modifier. Évidemment, par exemple les fichiers JSON, c'est beaucoup plus simple parce que c'est géré nativement par Node, donc je peux le modifier un petit peu immédiatement. YAML, pareil, il y a un module pas mal qui permet de modifier des fichiers YAML comme si c'était du JSON, donc c'est cool. Et il y a une API spécifique pour générer des grunt files, donc pas encore pour des gulp files, mais bon, ça peut être cool de faire ça. On a aussi une feature de composabilité, donc en mettant simplement cette commande-là, je vais pouvoir combiner les générateurs entre eux, ce qui est pratique pour éviter d'avoir à recoder des choses. Donc là, par exemple, si j'avais envie de faire un générateur qui utilise le générateur Symfony, je peux très bien faire ça, et en gros, il va chercher le générateur et d'abord l'exécuter avant d'exécuter le code du générateur courant. Donc là, en gros, l'idée, c'est qu'on va faire un peu de live coding pour vous montrer un peu la structure d'un générateur, en fait. Et pour ça, on va utiliser l'outil de gestion Waffle, qui en fait est comme Trello, mais le principe, c'est que c'est lié aux issues GitHub. Donc je vais d'abord aller sur GitHub pour vous montrer, en fait, ce projet. Et donc j'ai un certain nombre d'issues sur ce projet que j'ai créé, des espèces de mémos, de tâches à effectuer, à rajouter au générateur. Mais en fait, Waffle va se brancher par-dessus GitHub et me proposer une interface qui ressemble un petit peu à Trello avec un drag and drop qui marche. Donc c'est cool. Et donc là, en fait, toutes les colonnes sont comme sur Trello customisables, mais c'est vraiment lié à mes issues. Donc là, je peux en fait, et vous allez voir qu'en fait, c'est pas ça le mieux. Bon, il n'y a pas de burn down intégré, c'est en cours, mais voilà, mes colonnes, elles sont ici. Les issues que je crée, elles vont atterrir ici, parce que j'ai coché backlog issues. Je peux évidemment les faire glisser dans le sprint backlog si j'en ai une. Dès que je commence une tâche, en fait, elle va atterrir dans in progress. Quand je passe... en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais créer une branche qui porte comme nom dièse le numéro de l'issue GitHub, et que je push cette branche, ça va directement m'assigner le ticket qui était dans Product Backlog et le faire glisser dans in progress. Donc on n'a plus besoin d'aller sur Trello ou sur Waffle pour le faire. Dès que je vais pusher la branche vide, il va directement la bouger et me l'assigner. Quand je vais faire un pull request qui comprend dans son titre closes hashtag le numéro de l'issue, il va me le mettre dans code review parce que moi j'ai coché le fait que quand il y a une PR qui est créée, ça atterrit là-dedans. Ensuite, je peux évidemment le faire glisser dans invalider si je considère que c'est OK. Et quand la pull request est mergée, ça atterrit dans done. En fait, j'aurais dû la faire atterrir là quand c'est mergé.
mais dès que quelqu'un va merger la pull request, elle est déplacée dans la colonne où closes issue est coché. Et je peux mettre des labels qui correspondent, en fait, ça va être des labels GitHub derrière, mais c'est comme ça qu'en fait, ils s'y retrouvent Waffle pour repérer où sont les issues dans quelle colonne. Donc c'est des labels GitHub. Ok. Donc là, l'idée, c'est que là, pour l'instant, le générateur, on a du prompting basique, on a une génération d'un squelette Symfony 2, et puis on a le provisioning Fansible. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire pour montrer les features de Waffle, c'est faire un truc assez simple, c'est de rajouter un travis.yaml dans le projet. Donc on va faire ça. Hop. Donc normalement, j'ai dû me créer un fichier Travis existant, pour pas m'embêter. Ok. Donc là, je vais donc sur mon terminal. Et on va voir si je crée une branche. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc là je suis sur la branche master et je vais donc créer une branche qui va correspondre au numéro de l'issue sur GitHub. Donc là je repère mon issue, il s'agit de la numéro 7. Donc je vais faire par exemple git checkout-b, hashtag 7, Travis. Et au moment où je vais pusher cette branche, si tout se passe bien, voilà, il me l'a mis dans une progress et il me l'a assigné immédiatement. C'est plutôt stylé. Et donc je vais faire la tâche. Donc on va voir un petit peu à quoi ressemble le générateur. Alors, donc le générateur il ressemble à ça. C'est un dossier generators avec un dossier app à l'intérieur qui a tous les templates des fichiers que je vais vouloir injecter. Et puis un fichier index.js où je définis mes tâches. Donc pour l'instant c'est un peu bordélique, je vais essayer de faire un truc plus modulaire, mais donc on voit effectivement que j'ai défini des tâches. Ici greeting qui dit bonjour à l'utilisateur. Là j'initialise en vidant le dossier courant. Là j'ai mes phases de prompting où je vais poser plein de questions à l'utilisateur. On retrouve la syntaxe qu'on a montrée tout à l'heure et à chaque fois je peux expliquer à l'utilisateur ce qu'il est en train de faire pour rendre le truc un peu plus sympa et interactif. Voilà, donc là par exemple on voit un exemple de spawn command où j'ai rajouté au etc host ma vagrant. Là je clone Symfony à cet endroit-là, donc en fait c'est basé sur des callbacks, donc ça me fait un peu chier. Donc j'ai rappelé les trucs avec des promesses, et du coup on a un truc plus sympa où il va générer le projet Symfony. Ici il va me parser du YAML pour pouvoir le modifier et rajouter la configuration du module de Simon. Donc j'écris le YAML ici, et puis on a plein d'autres choses, le bower, le package, .json, l'installation du projet, et puis le provisioning à la fin qui se termine par un vagrant up. Donc on voit que ça marche pas mal avec des structures en den. Dès qu'il a terminé une tâche, il passe à la suivante. C'est plutôt cool. Donc là par exemple ce qu'on peut faire c'est qu'on va rajouter le Travis dans la phase de writing. Donc on a une méthode de copie. Template pass, il va directement aller le chercher dans le dossier template. En fait. Donc je lui donne d'abord le dossier d'origine. Et le dossier destination. Et là, il va du coup, le destination pass va correspondre au dossier courant en fait où je lance le générateur. Tac. Donc je crée le template. Où est-ce qu'il est ? Voilà, donc du coup on va le lancer, puis on va voir si ça marche bien. Normalement la partie live coding devait être un peu plus compliquée, mais encore une fois je devais faire ça hier soir. Voilà. En rentrant. Donc je vais relancer mon générateur, on va voir s'il a bien pris en compte mes modifs.
on va le laisser se générer, et puis pendant ce temps-là, on va peut-être essayer de créer la pull request, etc., pour voir ce que ça donne. Ouais. Tac. Donc je vais rajouter mes modifs. Adds Travis. Donc pour le message de commit, on n'a pas besoin de mettre de trucs spécifiques à l'intérieur. Hein, on peut committer comme d'habitude. Et c'est simplement quand je vais créer ma pull request. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc je vais créer ma pull request sur GitHub. Il y a des outils en ligne de commande pour aussi créer des pull requests. Mais je crois pas que je l'ai installé. Donc du coup, on peut vraiment tout faire en ligne de commande. J'ai pas push. Ça risque de pas marcher. Doc. Ok. Allez. Ok. Donc voilà, je crée ma pull request et ce qui est important, c'est que je rajoute dans le message de la pull request le numéro de l'issue avec closes avant ou fixes selon si c'est un bug ou non. Et donc si je crée la pull request, normalement on va voir ce qui se passe. Il me l'a bougé dans code review et on voit qu'il a assigné ma PR au ticket que je devais traiter. Donc je vois clairement quelle tâche correspond à quelle pull request. Et donc au moment où je vais merger ça, je vais le faire moi-même. Il me l'a déplacé dans Done. Donc je peux évidemment le paramétrer pour que ça aille dans Valider si j'ai un PO, mais là j'ai pas de PO. Donc voilà. Et donc là, je sais pas si c'est bon pour la génération. On va voir dans le dossier directement. Tac. Donc là, j'ai mon point travis.yaml qui a été rajouté dans mon projet Symfony. Donc on voit que c'est quand même très simple de pouvoir rajouter des fichiers. Donc là, effectivement, c'était très simple parce que c'est un fichier statique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, je peux injecter des variables dans n'importe quel type de fichier avec la syntaxe inférieure %. Donc c'est vraiment assez simple de rajouter des tâches progressivement à son générateur, de partir sur un truc simple et de grossir là-dessus pour ajouter des features. À chaque fois, l'idée c'est de poser la question à l'utilisateur. Parce que si on fait quelque chose de très complet, on n'a pas forcément envie de lui imposer l'installation de tout. Donc là, on va avoir la partie admin, ça peut être cool de la proposer à l'utilisateur, de la rajouter dans Symfony de base. Le système d'autante, FOS User Bundle, c'est des choses que je vais rajouter à ce générateur-là pour qu'on essaye d'avoir en une commande un projet Symfony qui va être prêt. Ce serait assez cool qu'on puisse gagner du temps là-dessus chez Théodo. Donc je vais essayer de bosser pour rajouter ces features qui sont des must-have sur pas mal de projets Symfony et peut-être faire un truc plus axé Node, Angular à côté. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. J'ai une photo de burger, j'aimerais la mettre. Tiens. Voilà. Donc si vous avez des questions... Le Waffle est connecté à un seul dépôt Git ou est-ce qu'il y a moyen de faire interagir avec plusieurs dépôts? Ouais, bonne question. Mais en fait, tu peux lier ton compte Waffle à n'importe lequel de tes repos. Donc là, j'ai tous mes repos ici que j'utilise. Voilà à quoi ça peut ressembler un board Waffle plein. Donc je peux changer de repo et puis je peux aussi dire que plusieurs repos Git correspondent à un board. Donc dire que tous mes tickets atterrissent ici et donc ils sont marqués selon le... Ils seront marqués ensuite selon le nom de mon projet, mais je peux les avoir sur le même board. T'as mis des tâches gulp ou pas? J'ai pas encore mis ça. Tu vas le faire? Oui. Il y a un ticket. T'as d'autres questions? Oui, autre question, follow-up sur la question précédente. Est-ce qu'il y a moyen de déplacer les issues qui sont créés sur GitHub d'un projet à l'autre en passant par Waffle? Par exemple, si je fais si j'ai le ticket numéro 3,
je l'ai créé sur le projet A. Ouais. En projet B, je crée une PR qui dit que ça traite le ticket 3. Est-ce que ça change? Je pense pas que ce soit possible parce que ça fait que vraiment parser ce qu'il y a sur GitHub. Donc ça utilise les labels pour utiliser les colonnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, il proposera pas des choses que GitHub veut pas faire, c'est-à-dire transférer des issues entre repos. Je crois pas que c'est possible. Et du coup, il le fera pas. Enfin, je suis pas au courant d'une fonctionnalité comme ça. Tu penses pas que ça va compliquer un peu la vie des bizdev, ce genre de truc? Bah en soi, c'est pareil, sauf que c'est sur GitHub, quoi. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Trello, c'est quand même plus intuitif. Le gros avantage, c'est que tu as un gros support des checklists. Mais en fait, parce que là, tu peux l'utiliser quand même comme un Trello, c'est-à-dire que tu peux déplacer les tâches à la main, etc., comme auparavant. Là, je trouve que le seul truc qu'il y a en moins, c'est le fait que qu'il n'y ait pas une intégration forte des checklists là-dessus. Mais tu peux avoir des story points, etc. Là, par exemple, on voit qu'il y a une story point à 1. Je peux changer ces trucs-là. Donc, voilà, j'ai un accès ici quand j'ai une issue, je peux mettre combien de points je veux mettre dessus, je peux mettre un milestone qui correspondrait par exemple à un sprint. Donc et les labels qui sont toujours dispo. Donc on a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont en commun, sauf qu'on n'a pas le support des checklists. Et pour les devs, c'est sympa, ça fait un peu barbu, quoi. Si tu crées un ticket là et tu le linkes pas à une issue GitHub. Si je fais une PR qui est pas liée à une issue. Ah, non, là tu fais un ticket, il est lié à rien. Genre un bizdev fait un truc, il est lié à rien. Ouais. Du coup, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant, je peux la déplacer à la main. Si elle est pas liée à du code. Ouais, mais du coup, s'il y en a la moitié que tu déplaces à la main et l'autre moitié qui se déplace tout seul, c'est pas ouf. Bah, en soi, si c'est un ticket qui est pas lié à du code, il n'y a pas de raison de le déplacer en ligne de commande. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand tu as une tâche qui te demande du dev, c'est pratique de rester dans ton flow de développement sans avoir sans arrêt bouger sur le ticket, etc., voir à quoi ça ressemble, le déplacer. Une fois sur deux, ça se déplace pas bien. C'est un petit truc en plus, mais surtout, ça permet aussi d'avoir un seul endroit où tu as tes issues. Je sais qu'il y a certains projets qui mettent des issues sur GitHub en plus de sur Trello, et ça peut être un peu le bordel, donc autant que ce soit au même endroit. Et est-ce que tu peux en gros créer une issue en créant un ticket quand même? Si tu crées un ticket dans le web, est-ce que ça crée une issue GitHub? Ouais, ça crée, t'as un bouton Add Issue ici. Du coup, ça va prendre tout ça. Ah, j'avais mal compris alors. Ouais, non, je peux créer une issue, elle va atterrir en fait sur GitHub. La personne n'a pas besoin en fait d'aller sur GitHub, le PO, etc. Oui, mais le ticket dans le backlog. Il me le met dans le backlog, ouais. Et puis ensuite, évidemment, les trucs qui sont propres à Scrum, c'est à nous de le faire, de créer une colonne qui correspond au sprint actuel, etc. Mais le reste est paramétrable.